Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'école de Reiki intégrative. Connaissez-vous l'histoire du Reiki et de Mikao Usui? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va explorer ensemble l'histoire du Reiki selon les dernières recherches qui ont eu lieu à son sujet. Je dois vous préciser tout de suite qu'il y a très peu de faits historiques ou de connaissances véritables et beaucoup d'inconnus dans l'histoire du Reiki. J'ai donc tenté une synthèse que je vais vous lire maintenant. Si vous avez appris d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mettez-le dans les commentaires et j'essaierai de répondre à vos questions. On va découvrir, explorer ensemble l'histoire du Reiki à partir de sa source jusqu'à aujourd'hui son développement, les nouvelles lignées qui ont eu lieu, différents symboles qui sont apparus. L'ensemble de cette synthèse, je vais vous la lire, je ne vais pas vous la raconter, je vais vous la lire. C'est un extrait de mon manuel de Reiki que vous pouvez vous procurer en cliquant dans le lien sous la vidéo. Et on commence tout de suite. L'histoire du Reiki. Le Reiki s'est répandu à travers les 5 continents très rapidement. Seulement 100 ans après sa création, il est aujourd'hui un peu présent partout sur Terre. La plupart du temps, il s'est transmis de maître à élève, souvent de manière orale, et s'est peu à peu coloré selon les cultures qui l'ont rencontré. La vision personnelle des maîtres enseignants, qui l'ont transmise par générations successives, a également contribué à cette diversification. À tel point qu'aujourd'hui, il existe plusieurs lignées Reiki, parfois très différentes. La véritable histoire du Reiki est difficile à retracer, tant les documents officiels manquent. Les organisations fondées par Usui Sensei, le fondateur, et ses descendants sont difficilement accessibles ou ont tout simplement cessé d'exister aujourd'hui. L'histoire du Reiki est parsemée d'inconnus et à ce jour, elle tient en grande partie de la légende. Au vu des faits connus aujourd'hui, nous pouvons dire que la pratique du Reiki dans le monde a connu 3 vagues de développement successives. La première vague eut lieu après sa création par Mikao Usui en 1922 au Japon. L'école fondée par Usui Sensei eut beaucoup de succès et comptait avant la guerre une 60aine de branches à travers tout le Japon, d'après ce que raconte Frank-Arjava Peter. La deuxième vague eut lieu après la guerre, lorsque le Reiki s'est répandu aux États-Unis. Cette phase de développement du Reiki fut fulgurante. Depuis les États-Unis, le Reiki s'est répandu dans le monde entier. Mais comme nous allons le voir, la version occidentale du Reiki a été particulièrement simplifiée et elle est assez différente de la version initiale. Cette base simplifiée a été améliorée par certains maîtres Reiki ayant des compétences dans le domaine de l'énergétique. Cela a donné naissance à de nouveaux courants Reiki, dont la radiance technique ou le Reiki Usui tibétain, dont nous allons parler dans cette vidéo. La troisième phase eut lieu lorsque Frank-Arjava Peter, un maître Reiki vivant au Japon, découvrit les racines du Reiki et les techniques traditionnelles que l'Occident avait perdues. À partir des années 90, ces livres ont révélé au monde l'enseignement initial de Mikao Usui. Alors, cet enseignement fut tantôt rejeté, tantôt accueilli avec enthousiasme par les maîtres Reiki occidentaux. Parmi eux, William E. Rand intégra ces enseignements à ses stages de Reiki moderne, enrichissant encore plus sa lignée occidentale. Enfin, la rencontre de plusieurs maîtres Reiki avec la famille Yamaguchi, famille japonaise, fut déterminante. Chiyoko Yamaguchi, ayant appris le Reiki dans les années 30, a continué à pratiquer le Reiki tel qu'elle l'avait reçu. Elle n'enseignait pas, mais se contentait de pratiquer pour elle-même et pour ses proches. Lorsqu'elle créa en 2001 avec son fils Tadao Yamaguchi la lignée Jikiden Reiki, le monde put apprécier les différences entre le pur Reiki traditionnel japonais et le génie des innovations occidentales. On découvrit alors les différents styles de Reiki, traditionnel, moderne, ou un mélange des deux selon la lignée, et nous allons voir ensemble, depuis les origines, ce qui s'est passé. Ce manuel
fait partie des jeunes pousses de la 4e vague, mon manuel de Reiki. La mondialisation ayant rendu le voyage facile, on peut également se rendre un peu partout sur Terre et être formé directement par les maîtres cités précédemment. Cela permet de rassembler les enseignements épars du Reiki et de les rediffuser largement. Mon équipe, à l'école de Reiki intégrative, et moi-même, nous faisons partie des jeunes maîtres Reiki de cette 4e vague. L'histoire du Reiki que vous allez pouvoir lire ci-après se base sur les recherches de Frank Arjava-Peter, de William Lee Rand, d'Hiroshi Doi, de Chiyoko Yamaguchi, de Tadao Yamaguchi, synthétisées par mes soins. La 5e vague, elle, nous parviendra, j'en suis sûr, des recherches universitaires qui arriveront très prochainement. Comme vous allez le voir, le Reiki ne cesse d'évoluer. 幸福の秘宝万病の霊薬今日だけは怒るな心配すな感謝して Selon la légende, Mikao Usui reçut le Reiki lors d'une expérience spirituelle sur le mont Kurama en 1922. Mikao Usui, ou Usui Sensei, est né le 15 août 1865 au Japon, à Tanyai, dans la région de Gifu. Il descend d'une famille de samouraïs. À son époque, la pratique des samouraïs avait été abolie. Il n'empêche, Mikao Usui a baigné dans l'enseignement énergétique et spirituel depuis tout petit, puisqu'il s'agissait de sa tradition familiale. De ce qu'on en sait, Mikao Usui a une vie très riche, où il occupa de nombreux emplois différents. Il fait tour à tour journaliste, responsable de la réinsertion dans une prison, prêtre shinto. Mais la fonction la plus prestigieuse qu'il occupa fut d'être l'assistant personnel de Shinpei Goto. Shinpei Goto était un homme politique. Maire de Tokyo pendant un temps, il occupa également diverses fonctions ministérielles. Grâce à sa relation avec Shinpei Goto, Mikao Usui put voyager en Europe, aux États-Unis et en Chine, ce qui était très rare à l'époque. Mais malgré une vie très remplie, Mikao Usui ne parvenait pas à s'accomplir. On raconte qu'il aurait fini ruiné suite à une mauvaise expérience professionnelle. Après cet échec, il chercha des réponses dans la spiritualité. Il lui apparut alors que le but profond de l'existence était d'atteindre Honjin Ryumei, un état de connaissance omnisciente et de paix profonde qui survient parfois au bout d'un long parcours spirituel. Il se serait donc rendu dans un monastère de bouddhisme zen afin d'y suivre un long entraînement. Pendant 3 ans, il suivit une profonde ascèse faite de privation, de méditation et de prière. Mais malgré ses efforts, une fois l'expérience terminée, il n'avait toujours pas atteint l'illumination. Son maître zen lui aurait dit à ce moment-là, « Écoute, tu as raté ta chance. L'illumination viendra dans une autre vie. Il est temps pour toi de mourir. » Mikao Usui, déterminé, décida de suivre ce conseil à la lettre et partit sur le mont Kurama dans l'optique d'y jeûner jusqu'à la mort. Le mont Kurama est une montagne au nord de Kyoto, considérée comme sacrée. Depuis l'an 770 au moins, elle abrite de nombreux temples et elle est encore aujourd'hui un lieu de recueillement, de culte et de méditation. Si vous êtes allé là-bas, je m'y suis rendu, c'était exceptionnel. L'énergie de cette montagne est superbe, c'est un mont sacré. Mikao Usui s'est rendu sur le mont Kurama pour prier et méditer jusqu'à mourir. L'histoire raconte qu'au bout d'une vingtaine de jours, il aurait reçu un grand choc sur la tête et serait tombé évanoui. À son réveil, il se sentit étonnamment bien. Malgré son jeûne, il se sentait serein et léger. Il se rendit compte qu'il avait trouvé le véritable but de l'existence, la paix profonde. Il prononça ces mots, « Je suis un avec l'univers ». Son objectif était atteint. Il avait accompli Honjin Ryumei. La plupart des lignées Reiki d'aujourd'hui racontent qu'il aurait dévalé le mont Kurama en courant pour raconter son expérience à son maître zen.
En courant, son pied aurait heurté une racine et il aurait perdu l'ongle de son gros orteil. Par réflexe, il aurait posé les mains sur son pied et son pied aurait guéri immédiatement. Il aurait alors réalisé qu'en plus d'avoir atteint l'illumination, il avait reçu une compétence particulière. De ses mains coulait une énergie spectaculaire. Il décida d'appeler cette énergie Reiki et de concevoir un système permettant de l'enseigner de la manière la plus large possible. Après son illumination, Mikao Usui créa très rapidement un système, l'Usui Reiki Ryoho, ça veut dire la méthode Reiki de Mikao Usui. Le nom complet de la méthode était Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho, la méthode de traitement Reiki de Mikao Usui pour l'amélioration du corps et de l'esprit. Pour enseigner son système, il créa une structure, l'Usui Reiki Ryoho Gakai, le mot Gakai voulant dire organisation ou association. Et cette organisation eut beaucoup de succès. Tout le monde voulait apprendre avec Mikao Usui. À partir de là, Mikao Usui créa son système progressivement. Il inclut des techniques, des symboles et des méthodes qu'il connaissait ou qu'il développa lui-même pour faciliter et encadrer la canalisation, l'utilisation et la transmission de l'énergie Reiki. Pour partager ses enseignements, il forma 20 Dai Shihan, professeurs de l'ensemble, avant de décéder en 1926 d'une attaque cérébrale. Vint ensuite la première évolution du Reiki de Mikao Usui. Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho Chosso Usui Mikao. Kyou dake wa hikaru na, shinpai su na, kansha shite. Après le décès d'Usui Sensei, les Daishihan réorganisèrent l'école et apportèrent quelques changements. Une des organisations satellites de la Gakai se sépara d'elle et devint autonome. Il s'agit du centre fondé par Shujiro Hayashi, le Hayashi Reiki Kenkyukai. Hayashi Sensei était médecin et réserviste de la marine militaire. Il fait partie des 20 Daishihan choisis par Mikao Usui pour transmettre les enseignements. Usui Sensei lui avait demandé d'ouvrir un centre pour développer la pratique du Reiki avec ses compétences de médecin. Shujiro Hayashi, tout en honorant son maître Mikao Usui, apporta plusieurs améliorations à son système du point de vue d'un médecin. Par exemple, du temps de Mikao Usui, il fallait beaucoup d'efforts, de temps et d'expérience pour finir Shoden, le premier degré. Il fallait notamment avoir une perception parfaite de l'énergie et des zones à traiter chez un client. En plus de ça, l'élève de premier degré devait connaître par cœur 125 poèmes de l'empereur Meiji qui permettaient de l'aider sur son cheminement spirituel. Tous ces éléments du premier degré devaient être acquis avant de pouvoir passer au deuxième, et cela rendait l'enseignement assez compliqué à transmettre, ça ralentissait particulièrement la diffusion du Reiki. Hayashi Sensei simplifia les enseignements d'Usui Sensei. Shujiro Hayashi est également à l'origine des tables Reiki. Aujourd'hui, on appelle ça une table de massage. Du temps de Mikao Usui, les traitements avaient lieu sur une chaise ou au sol, sur un tatami. Au sol, c'est pas facile. La lignée Jikiden Reiki possède des photos où on peut voir la salle de traitement d'Hayashi Sensei. Il y avait 8 tables. Un client par table, qui était traité par 2 praticiens ou plus. Shujiro Hayashi continua de développer la pratique du Reiki et son centre eut énormément de succès. Une dame très importante pour le développement du Reiki a été formée par Shujiro Hayashi. En 1935, Madame Takata arrive dans le centre d'Hayashi Sensei. C'est grâce à Madame Takata que le Reiki s'est répandu dans le monde entier. Takata Sensei était une japonaise vivant à Hawaï. À l'époque, elle avait 35 ans, mariée et 2 enfants. Mais un jour, son mari, qui travaille dans les champs de coton, décède. Madame Takata dut alors travailler à sa place sans avoir le temps de faire son deuil. À cause de cela, elle tomba en dépression et elle devint gravement malade.
Un malheur n'arrivant jamais seul, la sœur de Madame Takata décéda également peu après. Madame Takata dut se charger de ramener sa dépouille au Japon pour l'enterrement. Au Japon, toujours malade, elle cherchait un moyen pour se soigner. Elle entre alors à l'hôpital et on lui découvre une tumeur dans le ventre et des calculs biliaires. À ce moment-là, Madame Takata entend parler du centre d'Hayashi Sensei et décide de suivre les séances de Reiki d'Hayashi. On raconte alors qu'elle aurait reçu du Reiki de 2 personnes, 8 heures par jour pendant 40 jours. À la fin de ce long traitement, elle fut complètement guérie. Stupéfaite, elle demanda à Shujiro Hayashi de la former et reçut l'enseignement de Shoden et Dokuden, les premiers et deuxième degrés. Je fais une aparté, et bien sûr, ce genre de choses peuvent se produire avec le Reiki, mais parce que nous sommes au début de son développement, on ne peut pas l'anticiper. Donc nous ne remplaçons pas les médecins, je fais une petite note maintenant, on fait des traitements Reiki en complément, mais les résultats peuvent être de cet ordre, je vous le garantis. Madame Takata retourna ensuite aux États-Unis, guérie et heureuse. Elle était formée à Okuden, 2e degré. Lorsqu'elle proposa des séances de Reiki, beaucoup de gens furent intéressés. La vie de Madame Takata prit alors une tournure nouvelle. Pendant ce temps, au Japon, Shujiro Hayashi continuait d'enseigner le Reiki à un nombre grandissant de personnes. Parmi eux, il y avait la jeune Chiyoko Yamaguchi. C'est aussi une dame très importante du Reiki, mais nous y reviendrons plus tard. De l'autre côté de l'Atlantique, les séances de Madame Takata eurent un succès immense. Tout le monde voulait apprendre le Reiki. Takata Sensei contacta alors Hayashi Sensei afin de former tous ces gens. Shujiro Hayashi se rendit sur l'île d'Hawaï en 1938 pour 6 mois. Shujiro Hayashi et Madame Takata formèrent environ 350 personnes sur l'île d'Hawaï. Hayashi Sensei décida donc d'élever Madame Takata au grade de Shihan, professeur, l'autorisant à voir ainsi ses propres élèves, puis il rentra au Japon. À partir de 1938, Madame Takata devient le premier Shihan, professeur, aujourd'hui on dit maître Reiki, mais à l'époque on disait professeur, sur le continent américain, avec 350 élèves formés par Takata et Hayashi Sensei. Mais la Seconde Guerre mondiale a eu des conséquences très négatives sur le développement du Reiki. Du, meine Arbeit für richtig hältst. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Au Japon, l'Usui Reiki Ryōho Gakkai a dû déplacer son siège plusieurs fois. De nombreux documents furent perdus à cause de bombardements, et l'organisation dut se mettre en sommeil pour ne pas avoir de problème avec le gouvernement japonais. La guerre eut également raison de Shujiro Hayashi. Il était militaire de réserve et l'armée le rappela à son poste. Selon certaines sources, l'armée japonaise demanda à Shujiro Hayashi d'utiliser ses contacts à Hawaï, puisqu'il allait à Hawaï pour enseigner le Reiki. Il lui demanda d'utiliser ses contacts à Hawaï pour espionner en vue d'un bombardement. Je dois vous rappeler que Pearl Harbor fut bombardé par le Japon et que ce Pearl Harbor est dans l'état d'Hawaï, justement. Shujiro Hayashi ne pouvait pas accepter d'aller aux États-Unis pour diffuser le Reiki en préparant un bombardement du même coup. Mais il ne pouvait pas refuser non plus, sous peine de terribles sanctions. Il décida donc de se sacrifier. Il se donna à la mort en 1940. Vous avez peut-être lu à certains endroits que Shujiro Hayashi se serait fait seppuku ou harakiri, le suicide rituel japonais. Mais vous devez savoir que les recherches les plus récentes à ce sujet semblent dire que ce n'est pas passé comme ça. On dirait que ça a été inventé par ses descendants pour rendre l'histoire un peu plus poétique. Selon la famille japonaise Yamaguchi, qui était très proche de la famille Hayashi, Shujiro Hayashi se serait tranché les veines dans sa baignoire. Et à la suite de cela, son centre de Reiki cessa de fonctionner. L'une de ses élèves, la jeune Chiyoko Yamaguchi, ainsi que sa famille, continuèrent à pratiquer le Reiki entre eux et pour leurs proches. Ils prenaient soin les uns des autres, gardant vivante la tradition du Reiki
sous leurs mains. Il ne l'enseignait qu'à quelques personnes sans faire de publicité. Et il continuait à pratiquer la manière traditionnelle de Shujiro Hayashi. Aux États-Unis, Madame Takata cessa son activité de Reiki pendant la guerre. Cette période n'a pas été documentée, mais on imagine à quel point ça a dû être dur pour Takata Sensei, une japonaise, sur le continent américain, pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre s'arrêta, mais après la guerre et les victoires des États-Unis sur le Japon, les pratiques de traitement traditionnels comme le Reiki furent interdites. Les États-Unis imposèrent plusieurs choses au Japon. Ils imposèrent la démocratie, ce qui est une bonne chose au dire des Japonais. Mais ils imposèrent également la médecine occidentale et le Reiki, comme traitement traditionnel, fut interdit. L'Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'école du fondateur, dut chercher un moyen de survivre. Et pour cela, elle décida d'entrer en clandestinité. Les membres de l'école fondée par Usui cachèrent leur pratique du Reiki et de nouvelles règles virent le jour. Les praticiens de la Gakkai ne devaient pas parler du Reiki en public, ni le pratiquer en dehors des réunions secrètes de l'organisation. Les nouveaux membres étaient cooptés. On ne pouvait pas postuler pour rejoindre la Gakkai. Aujourd'hui encore, l'Usui Reiki Ryoho Gakkai reste une organisation fermée qui communique peu, et elle fonctionne un peu comme une société secrète. À cause de tout cela, le Reiki disparut presque complètement de la surface de la Terre. Heureusement. Après la guerre, Madame Takata, réalisant qu'elle était l'une des dernières maîtres Reiki au monde, décida d'enseigner le Reiki à grande échelle. Elle se mit à le diffuser aux États-Unis et elle eut un immense succès. Madame Takata commençait à découvrir à quel point la puissance et la beauté du Reiki pouvaient apporter à beaucoup, ainsi qu'à ceux qui le transmettaient. Mais pour faire accepter le Reiki par les Américains, elle y apporta quelques changements. 今日だけは怒るな心配すな感謝して今日励め人に親切に Madame Takata simplifia les enseignements en enlevant le côté intuitif du Reiki qui demande beaucoup de travail avant de l'obtenir. Elle considérait que la pratique du Reiki était trop compliquée pour les Occidentaux, qui fonctionnent de manière logique, et qu'il leur fallait une version plus structurée. Elle remplaça les exercices de perception de l'énergie par ce qu'elle appelait le traitement de base. Le traitement de base, c'est une séance simple, avec une série de positions des mains à répéter jusqu'aux résolutions du problème. C'est ce que vous avez appris lors du premier degré. On vous dit de poser les mains 3 minutes par position. L'origine de ce traitement, qui n'est pas du Reiki Usui, vient de Madame Takata, c'est le traitement de base. Elle développa également de nouveaux protocoles d'utilisation des symboles du Reiki et elle inventa aussi une histoire alternative du Reiki. Pour que les Américains acceptent Mikao Usui, elle prétendait que c'était un théologien chrétien qui enseignait à l'université de Chicago. Cela rendait le Reiki plus acceptable pour les Américains. Les enseignements de Takata Sensei eurent tellement de succès que le Reiki devint très populaire. Entre 1970 et 1980, Madame Takata forme 22 maîtres Reiki. Avant, on disait Shihan, professeur de Reiki. Mais aux États-Unis, Madame Takata a introduit le concept de Reiki Master, maître de Reiki. Après avoir fait ce travail formidable qui, à partir d'elle, s'est répandu sur la terre entière et avoir vécu une vie de bonheur et de succès, Madame Takata est décédée en 1980 à 80 ans. C'est elle qui a posé les bases du Reiki, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, même au Japon. Après le décès de Takata Sensei, les maîtres qu'elle avait formés décidèrent de se réunir et de s'organiser pour transmettre le Reiki à sa manière. C'est la naissance des premières lignées Reiki. Après plusieurs réunions, certains maîtres formés par Takata Sensei décident de s'unir sous le nom de l'Alliance Reiki, de Reiki Alliance,
Et à leur tête, il place un grand maître, Phyllis Lei Furumoto, la petite fille de Madame Takata. Phyllis Lei Furumoto ajouta le terme Shiki au nom du système, ce qui constitua la lignée Usui Shiki Reki Ryoho. Cette lignée transmet le système de Takata Sensei, formalisé et organisé par l'alliance Reiki des maîtres formés par Takata Sensei. Mais ça ne fut pas du goût de tout le monde. Plusieurs maîtres décident de se séparer de l'alliance et de créer leur propre mouvement. C'est le cas d'une maître Reiki du nom de Barbara Weber-Rey. Elle affirmait avoir reçu plus d'enseignements de Madame Takata que les autres et elle refusa la nomination de Phyllis Lei Furumoto. Elle décide alors de créer un nouveau courant Reiki qui s'appelle la radiance technique de Reiki Radiance, en anglais. La lignée de Barbara Weber-Rey fut très influente pendant de très nombreuses années. De nouveaux symboles ont été ajoutés par Barbara Weber-Rey. C'est notamment le cas du symbole du cœur, le Shikaseiki. C'est un symbole très présent en France. J'en parle un peu pour ça dans mon manuel. Ce symbole a été ajouté par Barbara Weber-Rey aux enseignements Reiki. Il y a quelque chose de très amusant là-dedans, c'est que le Shikaseiki est très présent au Japon. Parce que la radiance technique a été importée au Japon et qu'elle est devenue l'un des plus grands courants pratiqués là-bas. C'est l'un des styles les plus présents au Japon aujourd'hui alors qu'il est né aux États-Unis. Mais il n'y a pas que Barbara Weber-Rey qui se sépara de l'alliance Reiki. Il y a aussi Iris Ishikuro. Elle a aussi été formée par Madame Takata, devenue maître Reiki, mais elle décida de se déclarer maître Reiki indépendante. Iris Ishikuro refusait les tarifs élevés pratiqués par l'Alliance Reiki. C'était très cher. À l'époque, c'était 10 000 $ pour devenir maître Reiki. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est 10 000 €, ce qui reste abordable. Mais à l'époque, avant l'inflation, vous imaginez, c'est il y a 40 ans, ça avait la valeur de 100 000 € plutôt. Elle refusa ces tarifs, mais elle ne forma que 2 maîtres. Elle forma sa fille, Ruby, qui n'enseignait pas, et Arthur Robertson. Arthur Robertson est très important, particulièrement pour la France, parce que nous pratiquons tous, ou en partie, des techniques venant de lui. Je voudrais vous parler un peu de lui. Arthur Robertson avait une très grosse expérience de l'énergétique. Il connaissait une technique qui était comparable au Reiki. Il y avait des symboles venus du Tibet et une technique d'initiation qui permettait d'activer des capacités énergétiques et de renforcer le flux. Il a décidé de combiner celle-ci avec les enseignements de Madame Takata. Souvenez-vous que Madame Takata donnait des enseignements très simplifiés. Il y avait un vide qui a été comblé de cette manière par Arthur Robertson. Il donna le nom à son système de Raku Kei Reiki. On trouve des symboles tibétains, l'antakarana et d'autres techniques comme le souffle violet que vous connaissez peut-être si vous avez appris le Reiki en France. Le Rakukei Reiki et le Reiki de Takata étaient enseignés par Arthur Robertson, mais dans des stages séparés, un peu comme à l'école de Reiki intégrative. Il y avait plusieurs formations différentes. Mais je voudrais vous parler d'un autre maître très important. Nous arrivons au Reiki d'aujourd'hui. Parce que toutes ces interrogations, toutes ces questions que chacun se posait, eh bien, ont eu des réponses par des maîtres qui connaissaient l'énergétique. Et en 1981, il y a très longtemps, un maître très important pour le développement du Reiki dans le monde entier a pris son premier degré. Je parle de William Lee Rand. William Lee Rand avait déjà plus de 20 années d'expérience dans les domaines métaphysiques et spirituels. À l'époque, William était un astrologue professionnel. C'était aussi l'étudiant d'un kahuna, un guérisseur hawaïen. Il avait appris toutes les techniques énergétiques, métaphysiques. Il a une perception impeccable de l'aura. Il est capable de voir l'énergie et d'avoir des intuitions. Et à ce moment-là, lorsqu'il découvre le Reiki, ce fut pour lui une révélation. Le Reiki devint une réponse à ses nombreuses recherches, cette énergie sacrée spirituelle. Malgré toutes les expériences de William Lee Rand en traitement énergétique et en développement métaphysique, c'était nouveau et ça venait conclure ses recherches. Alors il se mit à pratiquer le Reiki assidûment pendant 8 ans, en menant ses propres expériences. William est un créateur,
C'est un inventif. Quand il a quelque chose dans les mains, il se met à jouer avec et à développer ses propres méthodes. Grâce à toutes ces informations, il décida de créer la lignée Reiki Usui tibétain. Il combina le Reiki de Takata Sensei, très épuré, et le Rakukei Reiki d'Arthur Robertson. Il ajouta les symboles de Madame Takata, le symbole de Maître Usui, que vous connaissez, au 3e degré, et les symboles tibétains de la maîtrise au 4e degré. Il ajouta le souffle violet, l'antakarana, et ça donna la lignée Reiki Usui tibétain. Maintenant, pourquoi tous ces changements? Ça peut faire bizarre, mais comprenez bien que nous parlons d'une autre époque. Une époque où le Reiki est en plein boom, en plein développement, mais déconnecté de ses racines à cause de la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, dans les années 80, le Reiki avait presque disparu. Et ce n'est que grâce aux simplifications et enrichissements occidentaux que le Reiki a été sauvé. Le Reiki des descendants de Madame Takata se répandit aux 4 coins du globe et arriva jusqu'au Japon. Au Japon, c'est à ce moment-là, lorsque Frank Harjavec-Peter commença à développer la technique du Reiki, la pratique du Reiki, c'est à ce moment-là qu'il fit des découvertes exceptionnelles. Frank Harjavec-Peter, l'un de mes maîtres et l'un des partenaires de mon école, est celui qui nous a ramené la tradition. Mais une fois que le Reiki occidental s'était déjà répandu. À cette période, dans les années 90, Harjava vivait au Japon et il était marié à une japonaise. De fil en aiguille, par ses recherches, il se mit à rencontrer des membres de la famille de Mikao Usui, des descendants d'Usui Sensei, qui avaient des photos, des documents. Il a aussi rencontré des membres actuels de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'organisation fondée par Mikao Usui. Quelle ne fut pas sa surprise quand il découvra une histoire bien différente de celle racontée par Madame Takata. Harjava retrouva aussi le manuel de Mikao Usui. Il eut accès au manuel de maître de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai. Il se mit à échanger avec Fumio Ogawa, un membre de l'organisation du fondateur. Il redécouvrit le village natal de Mikao Usui, la stèle funéraire déposée par ses étudiants et tant d'autres choses. À ce moment-là, dans les années 90, ce fut une révolution. Harjava rédigea plusieurs livres qui sont très connus. Vous connaissez La quintessence du Reiki, Feu de Reiki et d'autres livres d'Harjava Sensei. Et ça ramena en Occident les techniques et enseignements traditionnels de Mikao Usui. Mais ce ne fut pas du goût de tout le monde. Certains maîtres Reiki refusèrent ces informations. Mais d'autres, comme William Lee Rand, qui est aussi l'un de mes maîtres, les accueillirent avec beaucoup de joie. William ajouta les enseignements traditionnels du Reiki à sa propre lignée, le Reiki Usui tibétain, en améliorant encore plus son approche. Harjava Sensei, quant à lui, décida d'arrêter le Reiki moderne et il rejoint la lignée Jikiden Reiki. Cette lignée, dont je parle beaucoup, a été créée par Chiyoko Yamaguchi. Vous vous souvenez, la jeune japonaise formée par Shujiro Hayashi, qui à l'inverse des autres n'a pas beaucoup enseigné au début, mais a gardé l'enseignement intact de son maître et l'a pratiqué avec son fils Tadao Yamaguchi et beaucoup d'autres. Ils décidèrent, début 2000, au vu de toutes les modifications occidentales, de créer une lignée qui était la seule, et qui est toujours la seule, à ne contenir aucun ajout occidental. C'est la lignée Jikiden Reiki. Il reprend certains enseignements de Shujiro Hayashi avant les modifications de Madame Takata. Cette école japonaise est aujourd'hui dirigée par Tadao Yamaguchi et secondée par Frank Harjavec-Peter. Je suis Shihan de Jikiden Reiki, j'étais formé par Harjava d'abord. Et ensuite, je me suis rendu au Japon pour terminer ma formation avec Tadao Yamaguchi. Je vous recommande d'apprendre le Jikiden Reiki, c'est génial. J'ai suivi tous ces enseignements, j'ai suivi tout ce chemin. Et après avoir fait toutes ces formations Reiki, en France, en Grèce, en Allemagne, au Japon, après avoir formé avec William Lee Rand et Frank Harjavec-Peter, jusqu'à atteindre le niveau de professeur dans de nombreux systèmes, je me suis posé une question. Quelle école rejoindre ? Le Reiki moderne, pratiquement en France, aux États-Unis, en Occident, est-il pertinent? Le Reiki traditionnel, qui correspond à une époque terminée aujourd'hui, est-il suffisant? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux en définitive? Eh bien,
je me suis rappelé qu'il y a 10 ans, je m'étais lancé dans le Reiki sans aucune connaissance, parce que j'avais vu des résultats et que j'avais fait des recherches pour avoir de meilleurs résultats. Pas pour participer à des guerres de clochers et d'écoles comme on en voit trop aujourd'hui. Le vrai Reiki coule dans toutes les lignées. C'est la même énergie partout. La seule chose qui change, c'est ce que l'on fait de l'énergie. Maintenant, pour avoir des résultats satisfaisants avec la pratique du Reiki, il faut comprendre ces mécanismes, le fonctionnement de l'énergie. Il faut savoir d'où proviennent les enseignements, qu'ils soient modernes ou traditionnels, parce que ça permet de comprendre sur quelles règles ils reposent, et ainsi d'agir mieux. Maintenant, parce que nous sommes tous différents, certains d'entre vous préféreront une formation épurée. D'autres apprécieront les améliorations récentes qui adaptent le Reiki au monde d'aujourd'hui, en 2024. Parce que nous sommes toutes et tous différents, nous avons fondé l'école de Reiki intégrative. L'école de Reiki intégrative intègre différents enseignements dans la même école, afin que chacun trouve sa place. Vous pouvez apprendre plusieurs lignées Reiki, plusieurs enseignements, jusqu'à découvrir votre courant personnel, celui qui reflète ce que vous êtes. Le Reiki japonais et le Reiki moderne ont un point commun. Ils sont tous deux du Reiki, de l'énergie vitale universelle. Cette énergie n'a pas de nationalité et elle n'appartient absolument à personne, ou alors elle appartient à tout le monde. Pour vous aider à choisir votre courant, ma méthode vous propose de découvrir le Reiki en tant qu'énergie et d'apprendre à vous servir de cette énergie. C'est ça, ma pierre à l'édifice. Après le travail de nos prédécesseurs que je viens de vous raconter, nous avons constitué 4 degrés de la méthode Reiki intégrative. Et dans ces degrés, vous apprendrez le fonctionnement du Reiki, quelle que soit sa lignée, et les moyens pour les mettre en œuvre et obtenir des résultats. Avant de découvrir les différences entre les lignées, vous en apprendrez les points comme un. Mon école de Reiki a été fondée en 2019, puis actualisée en 2022. Elle compte aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves formés par une équipe de maîtres Reiki certifiés par mes soins. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet École-Reiki pour en rejoindre l'aventure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Elle est extraite de notre manuel, le manuel de l'école de Reiki intégrative que vous pouvez vous procurer en cliquant sous la vidéo. J'aimerais savoir ce que ça vous évoque. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette histoire? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Mettez-le dans les commentaires. On pourra discuter un petit peu, je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. À très bientôt.